Alors, Vincenzo, on va commencer par toi. Yes. Le Swahili, comment c'est que ça fonctionne? Alors, le corps à corps, c'est très simple. Tu as donc rendez-vous le matin. Tous ceux qui font le corps à corps, c'est la même chose, hein. Je le dis à Vincenzo, mais c'est la même chose. D'ailleurs, si vous voulez, on peut tout résoudre en même temps pour ceux qui font le corps à corps. Donc, vous êtes deux, en fait, cette semaine, si je vois bien. Il y a Vincenzo et Perry sur les premiers 5 jours. Donc, le corps à corps, c'est le matin que ça se passe. Et c'est avec John Wallace, l'Écossais. C'est le second, du capitaine. En charge de la navigation et des cartes sur le navire. Il a un passé de boxeur. Boxeur en Écosse et en Irlande. Toi, tu sais d'ailleurs, Vincenzo, que ça fait quand même des bons boxeurs en fait, généralement. L'école. Ouais, dur au mal. Ouais, voilà, un peu dur au mal. Tu vois qu'il a un bon niveau, mais que tu penses être peut-être inférieur au tien. Mais que peut-être qu'il peut t'apprendre 2-3 trucs, effectivement, sur le style un peu particulier que les Écossais ont pu développer. Donc tu vas pouvoir, mon cher Vincenzo, et toi aussi, mon cher Perry, me faire un jet de corps à corps pour voir si vous avez tiré quelque chose de ces 5 premiers jours d'entraînement. Il faut donc rater ce jet de corps à corps. Ah ouais, non mais... Allez, 98. Chauffer la foi. Yeah. Oh, c'est bon ça. Oh, bah Vincenzo, sans trop de surprise. Tu t'entraînes, ça te fait vraiment du bien en fait de pratiquer, ça mais clairement le gars, tu te dis, il a un niveau inférieur à moi, donc c'est compliqué d'apprendre vraiment. Bon, et c'est intéressant, je pourrais peut-être retenter le coup, mais ça va pas être facile. Toi, Perry, par contre, t'apprends. Donc tu vas pouvoir me lancer un des 10. Yes. Waouh. C'est la photographe qui va être contente avec tous ces muscles saillants quand tu vas poser pour elle. Donc tu gagnes quand même 5 points de corps à corps. Donc en fait tu vois quand même que Perry a drôlement pris du... Du grade là. Ouais, bah Je sens qu'il y a des mouvements, il s'est enchaîné 2 coups bas et il a pigé un truc. Bon, maintenant, je vais résoudre le Swahili. Vous faites tous du Swahili, chers amis. Oui. Le Swahili se fait donc avec la personne que vous avez rencontrée, Mohamed, qui a très gentiment proposé d'enseigner le Swahili. Vous voyez que Mohamed est un type très gentil. Alors, il a un peu de mal en anglais, donc des fois, vous êtes obligé de le réécouter, etc. Mais en tout cas... Il a une bonne technique pour vous l'apprendre. Maintenant, il faut réussir les jets d'intelligence. Les compétences loupées, les jets de carac. Ouais, il faut réussir les jets d'intelligence. Donc, moi, je fais pas le Swahili. Hein. Oh là, putain, je comprends rien cette langue. Qu'est-ce que c'est que c'est des... Attends, c'est simple. Attends. Ok. C'est simple. Moi, j'ai lancé, comment ils prononcent les I, les D, comprends rien. Pas de problème, t'as juste à dire Aku Manatata. Erasmus, tu peux y aller aussi pour ton Swahili. Hein. Ah non, mais j'ai super raté, je suis hyper idiote en Swahili. Dommage. Bon, tu vas dire un jet d'intelligence. Hein. Ouais. Ah, la cata. Erasmus. J'aurais mieux fait de prendre autre chose. Vous avez un peu de mal à... Par contre... Ouais, Erasmus et Betty, t'as tout de suite matché avec lui en fait. Et vous allez tous les deux me lancer un des 6. Un des 6. 5. Waouh. Mais quel don pour les langues. J'ai une affinité avec cette langue, je sais pas pourquoi. Attends. Parce que je vais lancer quelque trop chose avec des très lointains ancêtres. 6. Erasmus. Erasmus, c'est un truc avec des très lointains ancêtres. Chez Erasmus, c'est flagrant. Hein. Non, parce qu'il y a le professeur. Le professeur Schaffer qui vient de temps en temps en cours et qui te donne des petits trucs et tout sur la prononciation. Ouais. C'est devenu un peu le padawan du professeur Schaffer, tu vois. Il a l'air de le prendre tu pour vas, tu vas rajouter la compétence Swahili du coup? Ouais, je vais la rajouter, mais je le mettrai le total à la fin. Ok.
Donc ça, c'est fait. Note, hein. Ça, c'est fait. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais faire tout ce qui n'est pas les livres, c'est-à-dire l'astronomie pour Perry. Alors, l'astronomie, attends, je vais te donner quelques informations quand même sur l'astronomie. L'astronomie, c'est le docteur Walter Bradley qui peut être... Alors, le docteur Bradley, je vais te le montrer. Il est assez austère. Et tu comprends qu'en fait, c'est un médecin missionnaire. Passionné d'astronomie. Qui est en fait très très sympathique et surtout très très gentil. Tu te rends compte qu'il a l'air d'être... vous n'êtes pas nombreux à faire cet atelier. Il a l'air ravi d'avoir un jeune homme avec lui. Et il va te permettre d'essayer de faire monter cette compétence puisque tu as investi quand même 5 jours à passer sur le pont nuit, observer les étoiles. Allez. Ça c'est dur parce que je suis sacrément con. Yes. J'adore. Oh, bah, pas tant que ça. Donc tu vas me lancer un D6. Allez. Pas mal, c'est bien, c'est bien. 4. Ok. Très bien. Astronomie, tu vas maintenant connaître un peu mieux les étoiles et leur signification. Maintenant, nous allons passer à la partie où on rigole moins. Et pour ça, il va falloir, bien entendu, changer de musique. On va donc se pencher. D'abord, dans ma liste, j'ai Betty avec le livre d'Eibon. Alors, le livre d'Eibon, ma chère Betty, tu connais un peu le principe du livre d'Eibon, c'est que c'est donc l'histoire de ce fameux Eibon qui parcourt les terres glacées de l'Hyperborée. Il raconte un peu son histoire, et en racontant son histoire un peu à la manière des fables, il y a toujours un enseignement à tirer. Mais pour ça, tu vas faire un petit jet. On va voir la qualité de l'enseignement que tu tires. Donc, tu peux me faire deux jets, en fait. D'abord, un jet d'intelligence, et ensuite un jet de mythe de Cthulhu. Donc, le jet d'intelligence est réussi. Tu vas tirer un enseignement, et maintenant, tu vas me faire un jet de mythe de Cthulhu. On va voir la qualité de cet enseignement. Ah, plus le livre. Plus le livre, ouais. Donc, tu as 25, plus... 36. 36, 25 et 36. Donc, tu es très bon en maths. Ça fait... 61, c'est ça? Ouais. Et tu as fait 62. Mm. Très bien. Alors... Dans le livre d'Eibon, ces premiers 5 jours, tu arrives à trouver une partie du livre que tu n'avais pas, que tu n'avais jamais lu en fait depuis que tu l'étudies. Il advint qu'en l'an 40e de son pacte, Eibon, le grand insondable, cheminait sur les terres glacées de l'Hyperborée, quand il trouva sur sa route un homme brisé, gisant au seuil de la mort. Son corps n'était que plaies et déchirements, sa chair fendue par les griffes d'une bête des vents. Son âme elle-même semblait s'effilocher, prête à s'enfuir dans les brumes qui saignent le monde des vivants et des morts. Eibon, en sa grande sagesse, s'agenouilla auprès du mourant et traça dans la neige un symbole d'os et d'ombre, une spirale en 3 bras, tel un reflet du tricelle sacré de Satotjoué. Puis
Plongeant ses mains dans la nuit même, il en tira un éclat d'essence première, une lueur froide à peine perceptible. Avec ce fragment d'éther, il effleura le front du blessé, et d'un murmure noua la trame défaite de sa vie. Ainsi parla Ebon. Le corps n'est qu'un vaisseau, un tissu fragile qui se déchire sous l'affront du temps et des forces qui l'assaillent. Mais le flot de la vie, lui, peut être dirigé, renforcé, modelé, comme une rivière dont on détourne le cours. Il suffit de puiser à la source du grand abîme et d'en draper la chair d'un fil plus robuste. En cet instant, l'homme gémit et ouvrit les yeux. Ses plaies ne saignaient plus, et la mort qui l'étreignait relâcha son emprise. Il n'était pas guéri tout à fait, mais sa chair s'endurcirait, son sang coulerait plus fort, et la morsure du temps ralentirait sa marche sur lui. Eibon sourit, car il savait que les secrets du grand dieu crapaud lui avaient été octroyés à juste prix. Tu as tiré cette connaissance avec l'impression qu'elle t'enseigne quelque chose, mais tu n'as pas réussi au bout de 5 jours à saisir vraiment cet enseignement. Et tu penses que tu vas devoir prendre plus de temps pour comprendre comment tu pourrais éventuellement en faire quelque chose que tu puisses toi-même utiliser. Nous reverrons ça sur la 2e session. Ok. Ma chère Jennifer, toi tu t'es lancée dans ton magnifique manuscrit pnacotique, ton livre de chevet. Je l'adore. Oui. Et tu vas me faire un jet d'intelligence. Allez, il faut que je le rate. Je le rate. Non, il faut que tu le réussisses. Pardon. Non, mince. Oh non. Il est totalement raté. Oh, Bah, c'est très bien, j'ai complètement raté. c'est dommage. Ouais. Donc tu vas me faire un jet de mythe maintenant. On va voir si tu te rattrapes sur le mythe ou pas. Alors, le mythe. Elle a combien avec le livre? Rajouter combien avec le livre? Alors, attends, je vais te dire. Faut que je fasse moins de... Tu dis 36, c'est ça? Plus 36. Attends. Non, pas forcément. Ça dépend. Chaque livre est différent en fait. Je vais te dire le livre des manuscrits pnacotiques, ce qu'il te rajoute. Il te rajoute 30. Donc t'as combien? J'ai 18, donc... Faut que tu fasses moins de 48. Oh, tu chauffes pas. Impossible de te concentrer sur ton livre. Pendant cette première semaine, tu n'en tires absolument rien. Tu n'en tires absolument rien pendant cette première semaine. Trop bête. Tout ça pour ça. Mon cher Erasmus, te voilà avec ce livre que tu as tant parcouru, en long, en large, à tel point que tu finis par te demander si tu as vraiment quelque chose à en tirer, parce que tu l'as parcouru de long en large, mais comme vous allez partir, c'est peut-être le moment de t'y replonger. Oui, je te rappelle, tu sais, j'avais déjà fait 4 lectures. Ouais. Une première lecture qui était assez en surface, mais qui prenait des choses sur Blackwell et sur les abus de la Belgique au Congo, etc. Surtout ce culte d'Atou, un culte extatique qui promet la restauration des membres mutilés. Et il y avait une description de l'auteur sur sa fascination pour les rites de mutilation. En deuxième lecture, ça décrivait des rites précoloniaux, des références cryptées, etc. Bon. Mais j'avais surtout repéré là cette histoire de langue sanglante, le cheminement d'Elias Jackson, et puis surtout il était évoqué la montagne du vent noir dans cette deuxième lecture, mais je n'avais pas pu approfondir. Alors, attends, juste, j'avais pu voir aussi une sorte de rite macabre qui permettait de ressusciter les morts et d'en faire des esclaves zombies.
Une troisième lecture, Blackwell pensait que les rites de ces tribus étaient proches de la vérité, de magie opérative, avec des rites décrits au Kenya, qu'il avait assisté à une cérémonie, à utiliser des rituels, des ingrédients pour créer des zombies, etc. Et donc j'en avais déduit et appris la possibilité de créer moi-même, enfin de créer un zombie, quoi. En quatrième lecture, j'avais essayé de retrouver des relations avec le pharaon noir que je n'avais pas trouvé. Et là, pour cette lecture, justement, peut-être, je vais me concentrer sur la montagne du vent noir, ou en tout cas, me replonger là-dedans, quoi. Tu vas me faire un jet surtout et je vais te dire sur quoi tu vas te concentrer. Par contre, je voudrais juste dire que sur les jets d'intelligence, on peut utiliser de la chance. Je te l'ai pas proposé, Jennifer, parce que toi, il fallait que tu dépenses 39 points de chance. Pour réussir, je me suis dit que tu n'allais sans doute pas utiliser 39 points de chance. Tu étais un peu trop loin, mais sachez que vous pouvez utiliser de la chance sur le mythe de Cthulhu, non, mais sur l'intelligence, oui. Donc vas-y, mon cher Erasmus, pour ces 5 jours de lecture, on va voir si tu en tires quelque chose de ce... Eh bien oui, j'ai la joie de t'apprendre que tu vas en tirer quelque chose, et je vais te dire quoi. Donc effectivement, tu cherches, hein, puisque dans ce genre de livre, c'est vraiment ça. C'est pas, des fois, on voudrait trouver des choses, mais on n'y trouve pas ce qu'on y cherche, et des fois, on les trouve, mais on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on les trouve. Tu es donc, mon cher ami, en train de te plonger dans ce livre, et tu trouves un passage. Tu m'as parlé du vent noir, il me semble. Oui. La montagne du vent noir. Où, effectivement, Blackwell parle de la montagne du vent noir. Dans ce passage, il dit les choses suivantes. C'est lui-même qui parle. J'ai entendu parler de cette montagne avant même d'avoir posé le pied en Afrique. Les marchands arabes en discutaient à voix basse sur la côte de Zanzibar, prétendant que même les esclavagistes évitaient cette région maudite. On dit qu'au sommet, lorsque les vents soufflent à la saison sèche, on entend un râle sourd, comme si la montagne respirait encore, comme si elle cachait un cœur battant sous sa croûte rocheuse. Les Kikuyu la connaissent sous un autre nom qu'ils refusent de prononcer. Les Maasai n'en parlent qu'en crachant au sol, affirmant qu'il s'agit d'une plaie ouverte sur la terre, un endroit où les dieux marchaient autrefois et où ils reviendront. J'ai tenté d'y envoyer des guides, mais aucun n'a accepté, sauf un vieil homme borgne, qui me demandait ni argent ni explication. Si vous devez la voir, m'a-t-il dit, alors vous devez comprendre ce qu'elle est. Nous avons marché pendant 3 jours, à travers une forêt dense, où même les oiseaux se taisaient à notre passage. Puis nous avons émergé dans une clairière calcinée, la terre corrompue, aucun brin d'herbe, aucun insecte, seulement une étendue noircie où les ossements d'animaux formaient des monticules blanchis par le soleil. Le vieil homme s'est arrêté au bord et m'a pointé du doigt la montagne qui se dressait à l'horizon solitaire, défiant le ciel. « Regarde-la bien, Mzungu », a-t-il murmuré. « Elle est la bouche de l'ancien, et un jour, elle parlera de nouveau. » Et il y a une note marginale écrite en swahili. Que tu peux recopier, mais dont tu n'as aucune idée de ce qu'elle veut dire. Mais maintenant que tu as un petit pourcentage en swahili, peut-être que tu peux lancer un dé 100 si tu fais moins de 6. T'as ajouté la compétence? Non, j'ai pas ajouté, tu me lances juste un dé 100. Ok. Passe moins de 6. Ah, c'est chaud, vas-y. Allez, Erasmus. Facile en plus. Ok. Ah. Rien ne t'empêche de la noter sur un bout de papier. Oui. Pour la faire traduire plus tard. Mais toi-même, tu n'as aucune idée de ce que veut dire Alisika Akimpumbwa Ndio Ungeswa Kukimbwa. Aucune idée de ce que ça veut dire. Voilà ce que tu as réussi à expurger de ton livre pendant cette première tentative. Okay. Et nous arrivons à la fin de cette semaine. Tout le monde, a priori, a fait ses essais. Où vous pouvez, à loisir, me dire soit les discussions que vous voulez avoir entre vous sur Jackson Elias ou autre, soit les discussions que vous voulez avoir avec d'autres personnes. Je pense que ce serait bon là de lire les notes. Ouais.
La première, je sais pas si vous l'avez sous les yeux. Non. Alors, C'est les notes de Elias sur l'expédition Carlyle. Le c'est dans 18 juillet. Pardon, c'est bien dans New York. Mm. Ah, oui, c'est bon. New York article. Ok. CR Elias 1. D'accord. Où il est dit que l'expédition Carlyle quitta l'Égypte pour le Kenya le 18 juillet 1919 et y arriva le 24 juillet. 24 juillet 1919, l'expédition Carlyle est accueillie à Mombasa. Le 9 août, il quitte Nairobi pour un safari photo avec Sam Majira. Je me souviens plus de tout de ce nom. Plus aucune nouvelle de l'expédition. Ensuite, bien plus tard, le 11 mars 1920, Erika Carlyle se rend au Kenya pour chercher son frère. 25 mai, les corps des porteurs de l'expédition Carlyle sont retrouvés. Se rappelle où d'ailleurs? Non, 19 juin 1920, 5 membres de la tribu Nandi sont pendus pour le massacre de l'expédition Carlyle. Mars 1923, Nelson Nails aurait rencontré Jack Brady à Hong Kong au Lys jaune. Mais cette note de page, qu'est-ce qui a marqué? Voyage en train jusqu'à Nairobi sans accroc. Une chose est claire, le rapport officiel du massacre de l'expédition Carlyle ne tient tout simplement pas la route. Je suspecte une enquête bâclée pour faire taire les questions d'Erika Carlyle. Voilà. Ok. Je rajouterai sur ça que Sam était selon d'autres notes qu'on avait encore en vie. Qui? Sam Majira, c'est lui qui a emmené l'expédition pour un safari photo. Donc lui, c'était une piste. Ouais, exactement. Lui, c'est une personne que l'on peut potentiellement Ouais. retrouver. Voilà. Oui. Peut-être. Ce serait intéressant de le faire. Peut-être que le professeur, s'il connaît déjà l'endroit, c'est un nom qui lui parlera. La Tu montagne pourrais- du... Et là, il y a Non, un je parle de personnage Sam. Je parle de Sam Majira. Ah oui, oui. Ouais. Si nous voulons monter une expédition, peut-être lui demander conseil. En tout cas, au professeur s'il le Pourquoi pas. connaît. C'est une piste. Et il y a un Ensuite, personnage qu'on ignore qui est raturé là, dans les notes. oui, tu as raison. Oui, C'est la femme mais noire. bon, c'est la, voilà, c'est, Ah oui, oui, la c'est prêtresse. Anastasia. Ouais, C'est la prêtresse. c'est leur On avait- prêtresse. On avait son nom d'ailleurs, je crois. On l'avait trouvé. Anastasia. Oui, c'était Anastasia. Oui, Anastasia. Bah, Oui, il mais se là, demande c'est- là, lui. Mais... Ah Mais oui, c'est ça. c'est ça qu'on avait trouvé. Ah on, oui, a, c'est ça. on a déjà lu Oui. ces Ouais. choses. Oui. Ensuite, Ok. la deuxième note, là, sur l'interview de Johnston Kenyatta, datée du 4 août 1924. Après avoir été averti par Nathalie Smith Forbes, directrice du Nairobi Star, que Kenyatta était d'une politique radicale, j'ai trouvé intéressant de lui poser des questions sur d'éventuels secrets politiques kenyans en rapport avec les meurtres. J'étais très impressionné par son anglais impeccable et son charisme. Malheureusement, il a très vite dévié vers une conversation des plus étranges. Il prétend qu'un culte est responsable du massacre de l'expédition Carlyle, dit de la langue sanglante. Encore ce nom. Ce culte et sa grande prêtresse seraient installés à la montagne du Vent Noir. Une collection de superstitions montre à quel point les tribus locales craignent et haïssent cette langue sanglante. Un culte contre lequel les magies tribales restent impuissantes et dont le dieu n'est pas originaire d'Afrique. Kenyatta insiste sur ce point. Je n'ai rencontré encore personne dans les tribus que j'ai côtoyées jusqu'à maintenant qui me parle de cette secte. Donc ça me rappelle évidemment ce que j'ai lu dans le livre de la langue sanglante sur les Maasai et les Kikutu qui crachent ou qui jurent la mention de ces dieux. Ensuite, interview du lieutenant Mark Selkirk du 7 août 1924. En poste au Kenya depuis la Grande Guerre, c'est lui et ses hommes qui ont découvert les restes du massacre. Les hommes de Selkirk ont eu plus de mal qu'ils ne l'avaient prévu pour trouver le site. En effet, il n'y a aucune odeur de pourriture aux alentours. Selkirk a donc été plus qu'étonné par l'état de conservation des cadavres au moment de leur découverte, puisque les dépouilles étaient à peine marquées par leur long séjour à l'air libre. Comme si la pourriture elle-même n'avait pas voulu s'approcher de cet endroit. De plus, les cadavres avaient été systématiquement déchirés et éparpillés au hasard à travers la clairière.
Un travail de bête sauvage, mais le lieutenant ne connaît aucun animal capable d'un tel acharnement dans la région. Inimaginable, inexplicable. Selkirk ne pense pas, lui aussi, que les Nandis ont joué un rôle dans cette affaire. Il soupçonne donc que les preuves présentées contre les meneurs ont été fabriquées de toutes pièces. Typique de l'Afrique, a-t-il dit. Selkirk confirme qu'aucun corps de l'expédition de race blanche n'a été découvert sur place. En effet, cet endroit stérile ne contenait que les restes des porteurs nègres. Je devrais m'entretenir avec Sam Magira, leur guide à l'époque, qui en est revenu sain et sauf. Encore lui. Ouais, Sam Magira. Qui n'a pas été pourri, c'est comme s'il y avait quelque chose qui... il parle de terre noire dans le livre de la langue sanglante, des terres corrompues. Où rien ne pousse, aucune végétation, il y a des ossements d'animaux, sortes de choses non loin de la montagne noire. Donc, et ensuite... là, du coup, on a aussi plusieurs noms clés, je pense qu'on peut potentiellement aller voir. Nathalie, et qui ont vu Elias aussi. Il y a la directrice du Nairobi Star, Kenyatas, il est encore là, et le lieutenant également. Mark Selkirk. Je noterai tous ces noms pour qu'on les ait bien en tête là-bas. Oui. La troisième note, est-elle là aussi? Là, c'est une interview, encore une fois, de Nelson Nails, du 7 août 1924. C'est la même date, d'ailleurs, que l'interview du lieutenant Mark Selkirk. Il a groupé ses interviews... la première, celle de Nathalie Smith-Forbes, directrice du Nairobi Star, le 4 août. Et le même jour, il a interviewé Mark Selkirk, le lieutenant, et Nelson Nails. J'étais au bar Victoria pour boire un verre quand j'ai rencontré un homme du nom de Nelson Nails. Nous nous sommes mis à discuter et j'ai appris que ce mercenaire travaillait pour les Italiens sur la frontière Somalie-Abyssinie. Il s'est enfui au Kenya après avoir trahi ses employeurs. Il n'est aujourd'hui qu'un simple mendiant géniard très porté sur la bouteille. Il affirme avoir vu Jacques Brady bien vivant à Hong Kong moins de 2 ans, mars 1923, avant mon voyage au Kenya. Longtemps donc après que la justice kenyane eut déclaré mort les membres de l'expédition Carlyle. Réservé et taciturne, Nails s'est tout de même montré amical, même s'il n'a pas cherché à en savoir plus. La seule chose dont il se rappelle, c'est qu'il l'a vu au bar du Lys jaune. C'est cette déclaration supplémentaire qui m'incite à penser que d'autres membres de l'expédition pourraient être encore en vie et qui me pousse à aller enquêter en Chine, bien que cet homme puisse être considéré comme une source d'information discutable. Et cette prise de note qu'il avait dû prendre à l'hôtel Hampton House. Note à Jonah. Jonah. C'était l'éditeur. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je n'arrive pas à lire. C'est trop. Alors, confirmation de l'existence de la langue sanglante par plusieurs sources, mais n'obtient pas mieux que des oui-dire. On parle entre autres de rapt d'enfants destinés au sacrifice et de créatures venant de la montagne du vent noir afin de capturer de nouvelles victimes. Le culte adore un dieu inconnu des ethnologues. Ouais. Prenez ce dieu. Alors, moi, ce que je viens de lire, je ne peux m'empêcher de me dire pourquoi un rapt d'enfants et ce rituel que m'a donné Kaffour, qu'on est supposé faire pour rétablir la protection en Égypte, nécessite... Si. Oui, mais il avait précisé, j'avais posé la question, je me rappelle très bien, qu'il n'était pas nécessaire que ces gens purs soient des enfants. Et là, il s'agit plutôt de... Non, il s'agit d'une pureté morale. Qui est pur, qui est plus pur qu'un enfant? Est-ce que c'est pas de ce type de rituel? Je veux dire, comment s'assurer du fait qu'une personne puisse être pure? Mais il y a le rituel. Mais être pur, c'est ne pas avoir touché à ces croyances occultes. Je ne sais pas. Non, mais il y a le rituel, ce grand rituel de protection, mais il y a aussi ce que font les adeptes de la langue sanglante là-bas avec des enfants. Ce sont deux choses différentes. Sauf que je ne peux m'empêcher d'y voir un parallèle. Et non, personne ne sait ce que veut dire
Là, vous extrapolez complètement quand vous dites pur, c'est ne pas avoir fait ci ou ne pas avoir fait ça. Qu'est-ce que vous en savez puisque c'était pas écrit. C'est pas ce que dit Gafour. Oui, mais à quoi mesure-t-on la pureté d'un être? Non, mais là, au fait qu'il n'est pas pactisé avec des dieux. Je ne crois pas que ce soit seulement ça. C'est la pureté morale, Betty. C'est deux choses différentes. Il y a un rituel que tu as appris de Dr Kafour qui vise à protéger et des rituels qui visent à engorger, à nourrir ce dieu. Oui, mais pourquoi des enfants? Sacrifier des enfants ne peut absolument pas protéger quoi que ce soit. Alors, Betty, juste pour préciser que tu sais, de par le rituel que tu as appris, c'est que le rituel, je te le détaille pas forcément totalement, mais il va nécessiter beaucoup de cœur pur. De tracer notamment un ensemble de symboles. C'est un rituel qui va durer 12 heures d'affilée. Tu ne peux pas être interrompu d'aucune manière. Une fois que tu commences ce rituel, s'il est interrompu, il est terminé. Pendant 12 heures, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de personnes qui passent rituel. Ces personnes devront être pures, c'est-à-dire ne jamais avoir commis un acte répréhensible moralement de leur vie. Aucun mensonge, mais mensonge important. C'est-à-dire que le niveau de pureté est vraiment très important et c'est pas juste j'ai pas vu une créature du mythe. Oui. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il faudra que ces personnes acceptent de nourrir de leur sang ce que tu vas graver sur le sol pendant 12 heures. Et donc il va falloir que pendant 12 heures, ces personnes vident leur sang dans ces rainures. C'est pour ça qu'on parle à la fois de gens qui sont volontaires à un sacrifice, parce que même si peut-être que dans des conditions médicales optimum, on peut arriver à se vider de son sang pendant 12 heures sans y passer. Dans d'autres conditions, c'est plus compliqué, donc c'est quand même une forme de sacrifice d'une certaine manière. Et voilà. Sauf s'ils sont suffisamment nombreux. Sauf s'ils sont suffisamment nombreux. Pour ne pas mourir. Puisqu'il y a une quantité... Sauf s'ils sont suffisamment nombreux, ouais. Mais d'accord, donc, voilà, donc effectivement, où va-t-on trouver des personnes qui n'ont jamais commis un acte répréhensible? Je veux dire, ici, là, nous ne pouvons pas le faire. Personne ne peut donner. Bien sûr, et là, nous ne devons pas le faire, puisque ce rituel n'est pas à faire là, etc. Mais c'est vrai que le fait de lire... ça, on avait déjà lu à New York, mais de lire ça, le rapt d'enfants, je ne peux m'empêcher de penser à cette histoire de rituel. Alors, je pense que c'est pas du tout la même chose, mais... Jennifer, toi qui es calée en sciences occultes, je pense que tu pourras confirmer que en sciences occultes, par exemple, les sacrifices rituels d'enfants... c'est généralement, voilà, c'est quand même souvent assimilé, l'enfant c'est souvent assimilé à la pureté justement, et donc les rituels de magie noire ou les rituels de magie du sang, les rituels, tout ça, on parle souvent de sacrifices d'enfants, voire de nouveau-nés, oui, c'est ça. Dans certains cas, et effectivement ça vous étonne pas trop que la notion de pureté soit assimilée à celle de l'enfance, quoi. Dans ce que dit Betty, toi ça t'étonne pas trop, Jennifer. Oui, mais moi ce que j'entends surtout dans les notes d'Elias, c'est que ce sont les adeptes de la langue sanglante qui font des rapts d'enfants pour leur dieu. Là, il ne s'agit pas pour nous de faire des rapts d'enfants. De forcer en plus des enfants à le faire, sachant que il faut que les gens qui feront ce sacrifice le fassent de leur propre volonté. Donc un enfant, peut-on parler de libre arbitre, même si on arrive à le convaincre du bienfait de son sacrifice? Je ne crois pas qu'on parle de la même chose. Il faut trouver des gens et de nombreuses personnes qui accepteront volontairement de faire ce sacrifice pour la protection
du monde. La question sera de qui est capable de faire ça. Comme dit Betty, en fait, qui on peut être sûr de qui, enfin, qui n'a jamais fait un acte répréhensible. Nous avons une nonne à bord. Nous 5, pardon, nous ne pouvons pas faire. Nous sommes tous. Oui. Voilà, nous avons tous tué des gens. Nous avons tous tué des gens. Et nous ne pouvons pas, n'importe quel adulte qui nous dirait pas moi, comment le croire. Mais le docteur Cafour, rappelez-vous, le docteur Cafour nous avait tout de même parlé d'un certain nombre de personnes qu'il pouvait connaître et qui participeraient au rituel. Mais a-t-il dit leur âge? Et en lui posant la question, je lui avais demandé s'il s'agissait d'enfants, il m'avait dit non. Mais oui, que pensez-vous de gens qui seraient de nature sainte et qui passeraient leur vie en prière? Par exemple, cette nonne que nous avons à bord, nous pourrons toujours lui poser la question. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'avant d'être nonne, elle n'a pas... non, mais attendez, j'avais été extrêmement frappé. Écoutez, j'avais été dans cette conversation avec le professeur Cafour extrêmement frappé par l'idée que ces sacrifices, nous les fassions avec des enfants. Et je lui ai évidemment posé la question et il m'a dit que non. Il n'était pas... Alors, nous n'avons visiblement pas vécu la même discussion, mais je ne crois pas, Erasmus. Là, ces raptes d'enfants, ils sont faits par des cultistes. Ils ne sont pas faits par des gens qui veulent protéger. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. Et il est hors de question, de toute manière, de faire appel des enfants, de se serait les forcer, alors que les sacrifiés doivent le faire sciemment. En même temps, Erasmus, le rituel décrit, ils l'ont bien trouvé dans ce livre horrible. Donc il est de même nature, non? Oui, mais là, il est dit que les gens doivent être volontaires. C'est pas un rituel qui sort d'autres livres sacrés comme la Bible ou autre chose. Je suis d'accord. Il est bien sorti de ce livre qui t'a fait voir les horreurs à toi et à Jennifer que vous avez vues. Je suis d'accord, mais comment il n'est pas dit que ce soit être des enfants. Les enfants ne peuvent pas faire volontairement ce sacrifice. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas comment dirais-je, les moyens cognitifs, l'intelligence de faire ces choses sciemment. Oui. J'ai croisé plus d'enfants plus éveillés que nombre d'adultes que j'ai pu croiser. Hein. Là, Délias parle des raptes d'enfants qui sont faites par les cultistes de la langue sanglante. Non, je sais bien. Alors, il ne parle pas de ce que nous avons à faire. Oui. Je dis juste que je ne peux pas m'empêcher de de penser à ça et de constater que les armes que nous devons employer contre nos ennemis sont des armes qui se rapprochent de celles de nos ennemis. Je ne fais qu'un constat. Oui, ça c'est certain. Et qu'elles sont issues d'un seul et même livre. Et franchirons-nous le pas si nous devions nous-mêmes faire le sacrifice de combien de centaines d'enfants? Nous avons plusieurs fois flirté avec cette idée de la morale et de tout ça. Quoi. Le seul moyen est d'en avoir plus que le nombre, puisqu'en fait, c'est une question de quantité de sang. Et le seul moyen est d'en avoir suffisamment pour que aucun d'eux ne se vide totalement de son sang. Oui, bien sûr. Je suis d'accord du coup d'aller chercher ça chez des personnes qui, je pense, se dévouent à la foi. Oui, c'est ça. Ce qui paraît être le plus... Des personnes avec des règles religieuses si rigoureuses qu'elles les empêchent eux-mêmes par leur croyance de commettre des actes répréhensibles. J'imagine qu'il y a des confréries soupis ou d'autres confréries religieuses dans ce pays que nous pourrons peut-être mobiliser. Peut-être pas parmi ces tribus qui détestent ce dieu. Les Maasai, les Kikuyu sont peut-être de ceux qui pourront participer au rituel. Le professeur Cafour, rappelez-vous, nous avait parlé de ces gens suffisamment investis pour s'offrir en sacrifice. Ouais, tout comme les oulémas. Oui, les oulémas qu'on a aidés. Exactement. Oui, absolument. Il y a des gens qui veillent à la pureté de leur pensée. Et qui ont été élevés depuis toujours dans cette idée sacrificielle, eux pourraient être des... Les oulémas, pour se défendre, ont tué. Sont-ils purs? Non, mais des personnes qui ont la même visée sacrificielle. Oui, mais sont-ils purs? S'ils ne sont pas purs, ils ne peuvent pas participer au sacrifice.
Dans ce cas-là, ça voudrait dire que nous ne pourrons pas faire de rituel. Oui, certainement. Et puis la morale, elle varie selon le temps, l'histoire. Non, mais la morale, c'est quelque chose de variable. Là, c'était assez clair. Hein. Oui. Même un mensonge. Non, mais là, il s'agit peut-être de gens qui suivent une sorte d'ascèse, avec une sorte de dévouement à une cause, une croyance, et ils seront parfaitement aptes à s'offrir en sacrifice. Voilà, nous avons... Volontairement, pour le coup. Oui. Mais gardons ça en tête. Je vais lire rapidement la 4e note, puisqu'il décrit la tribu Nandi. Les Nandi sont une population d'Afrique de l'Est établie au Kenya. Et ils parlent le Nandi. Ils habitent autour de la vallée du Grand Rift et vivent de l'élevage de bovidés. Ils sont les responsables, selon l'enquête officielle, du massacre de l'expédition. La tribu Kikuyu sont un peuple d'Afrique de l'Est également. C'est le groupe ethnique le plus nombreux du Kenya. On en compte plus d'1 million. Les tribus Kikuyu cultivent les montagnes centrales fertiles. Près de Nairobi, la bordure du pays Kikuyu est jalonnée de plantations de café et de vastes demeures de pierre aux toits de tuiles. Le symbole du culte de la langue sanglante, une secte chassée d'Égypte par les pharaons vers le sud, au-delà du Nil. À part cela et le fait que les Kikuyu semblent pâlir à l'énonciation de ce nom, je n'ai eu que très peu d'informations. Quel est le rapport avec la langue sanglante à New York? Et dans sa note, il décrit « Malgré ma grande difficulté à trouver des informations concluantes, j'écarte assez facilement la version officielle du massacre de l'expédition Carlyle. » Rappelons aussi, il me semble intéressant, que cette fois-ci, la confrérie du Pharaon Noir a envoyé des hommes aider dans le but, dans un dessin, enfin des dizaines et des dizaines de cultistes de la confrérie sont venus ici. Et je ne peux m'empêcher, puisqu'ils sont mentionnés dans le culte de la langue sanglante, les Maasai, mais les Kikuyu aussi. Voyons, ce peuple, en fait, qui est un peuple de cultivateurs, sont un peuple pur et innocent d'un certain point de vue, et qui en plus détestent les Nandi et le culte, certainement. Et les Nandi ne sont pas forcément les véritables responsables. Hein. Oui. Il faut aussi garder ça à l'esprit. C'est vrai, tu as raison. S'ils ont été nommés comme responsables, c'est peut-être aussi avec intérêt. Peut-être que c'est les ennemis des alliés. Oui. Si. Il faut garder à l'esprit que je pense que c'est essentiel que nous fassions des alliés, puisque les forces auxquelles nous allons être confrontés, ce ne va pas être 80 cultistes. Oui, c'est ça. Et 80 cultistes, je suis pas sûr qu'on puisse les tenir. Je fais le lien. C'est des centaines. Oui, et je fais le lien avec aussi ce qui est écrit dans la langue sanglante, comme quoi certaines parties du Kenya, le christianisme ne l'a jamais atteint. Et cette sœur présente sur le bateau est très certainement de celles qui, en tout cas, connaissent ces tribus. Et elle est peut-être notre entrée vers ces territoires. Il faut que je parle avec le missionnaire aussi. Et le missionnaire aussi. Mon professeur d'astrologie et d'astronomie est un missionnaire. Il nous faut pouvoir identifier finalement sur place qui seront ceux les plus à même de s'offrir en sacrifice. Comme tu y vas, Erasmus. Nous verrons. Comment j'y vais? Je vais droit au but. Tu vois déjà dans la figure de cette nonne une personne capable de se sacrifier? Non, je parle pas de la nonne. Je parle de la nonne. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis que cette nonne est peut-être celle qui a une connaissance des différentes tribus. Peut-être elle-même fait partie d'une congrégation de missionnaires ou je ne sais quoi qui les a rencontrés. Et je parle juste d'une porte d'entrée vers les tribus. Je ne parle pas de la nonne même comme sacrifice. De parler de sacrifice, puisque si on arrive à mobiliser plus de monde, eh bien, ils n'auront pas à payer le rituel de leur vie, voyez-vous. Nous ne sommes pas quand même de mauvaises personnes. Nous n'avons pas à tuer des gens. Non, et de toute façon, cette ombre de notre tête, il faut absolument rester dans la lumière. Nous trouverons des gens qui sont purs et qui... On ne peut pas combattre l'ombre avec l'ombre. Enfin, mais c'est ce que nous aurons à faire, hein, si ce sacrifice doit être fait pour protéger le monde de... Oui, tout à fait, mais il est question de le faire, mais avec justement du sang qui sera donné gracieusement et non pas pour condamner ceux qui l'offriront, pour qu'ils soient juste tous ensemble comme des alliés.
La question qu'il faudra se poser le moment venu, mes amis, c'est quelle est la limite que nous mettons à la dignité humaine? Mais il n'y aura rien d'indigne à faire cela. Au contraire, ce sera une formidable, comment dire, un formidable regroupement de gens qui lutteront contre cette secte tyrannique et sanguinaire. Ce sera. Ouais. Au-delà de ça, c'est une question morale que beaucoup se sont posées. C'est la fin justifie-t-elle les moyens? Voilà, quels moyens allons-nous mettre en œuvre pour mettre un terme à cette menace qui pèse sur l'humanité? Et à quoi sommes-nous prêts? Ça, c'est la question de fond, où chacun doit répondre à cette question. Et seulement, justement. Éviter de patauger dans la fange, très sincèrement, restons sur nos valeurs les plus nobles. Bien sûr, Qu'est-ce que vous en mais pensez? il faut considérer que ceux qui feront ce sacrifice volontairement, eux se placent quelque part dans l'objectif de cette mission de lutter contre notre ennemi, se place au sommet de la dignité humaine. C'est cette question que je me pose. Ils seront offerts, ils s'offriront eux-mêmes en sacrifice pour la plus haute cause. Gardons ce questionnement en tête et chemin faisant, nous trouverons aussi quelques réponses à tout ça. Comment demander ce genre de choses à des gens sans, comment dire, nous investir, nous infliger nous-mêmes le même sort? Non, ça car aussi, je pense que nous n'aurons pas à leur demander. Et nous aurons simplement à leur exposer ce qu'ils doivent faire. Et si, dans leur cœur, ils comprennent l'objectif, ils le feront. Mais on n'aura personne à convaincre. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens convaincus du mal de cette montagne et du mal. Enfin, faut pas les voir comme des personnes ignorantes et qui n'ont pas. Plus que nous, les choses qui viennent de cette montagne noire et tout ce qui a attrait depuis des générations et des générations. Ils parlent de l'époque des pharaons. Ces peuples qui entourent cette montagne doivent connaître mieux que nous et être au courant de beaucoup plus de choses. Ce qui est important pour nous, c'est d'identifier les gens à rencontrer là-bas, les gens à éviter et nos ennemis potentiels. Et justement, non je crois avoir compris qu'il y avait un certain nombre, des dizaines de tribus différentes. Là, nous n'avons exposé que 3 d'entre elles, je veux dire les Maasai, les Kikuyu et les Nandi. Les Nandi. Moi, je commencerai par ceux qui ont été accusés. Faites-moi un jet de trouver objet caché. Ils n'ont pas été accusés pour rien. Faites-moi un jet de trouver objet caché en masqué, s'il vous plaît. Uniquement le MJ. Je pense pas que tu l'aies fait en masqué, Perry. Si. Moi je le vois pas par exemple. Ouais, moi non plus je le vois pas. Ah bon, ok, très bien. Ok. Betty? Oui. Tout le monde est en train de parler là. Et au fait, au fond de la salle, il y a cette femme que vous avez remarqué déjà. Qui observe. Qui est attablée. Elle a toujours son calepin à la main en fait. Et tu vois qu'elle te croise ton regard une minute et puis elle baisse les yeux et elle se lève, sort de la pièce en laissant son calepin sur la table. Et ça ressemble à un calepin qu'elle laisse à mon attention. Difficile de le dire. Ben je vais voir. Tu te lèves à ton tour et puis tu te diriges vers la table où elle était en fait? Oui, et je vais récupérer ce calepin et peut-être le lui rendre, mais après l'avoir feuilleté. D'accord. Pas mal. Tu te rapproches de la table, tu vois donc le calepin qui est posé. En fait, il y a une feuille où tu vois, elle a visiblement dessiné quelque chose. Elle a dessiné quelque chose, il faudrait que tu le... Oui, je me rapproche, mais j'ouvre, je prends le calepin et je l'ouvre. Ok. Tu vois donc cette feuille.
où elle a décidé de manière vraiment très réaliste, votre table, tous les 5 en train de parler en fait, où tu reconnais bien tous les personnages, et sauf un. Parce qu'à la place de Vincenzo, il y a un cadavre. Et c'est là qu'on s'arrêtera pour ce soir. Ah, je voulais lui courir après, je veux retrouver cette femme. Je veux que je parle à cette femme. Qu'est-ce qu'elle voit?